Mon mari m'a envoyé un message pendant que j'allais chercher notre fils à la crèche. Je déménage en Espagne avec Jackie. J'ai transféré nos épargnes sur mon compte privé. Bonne chance pour payer le loyer. J'ai regardé notre petit garçon et j'ai répondu « Merci pour l'info » quand il est arrivé à Barcelone. Mon téléphone a sonné alors que je sortais Léo de la crèche. J'ai regardé l'écran, m'attendant à un message banal de mon mari sur nos plans pour le dîner. Je déménage en Espagne avec Jackie. J'ai transféré nos économies sur mon compte privé. Bonne chance pour payer le loyer. Mes mains se sont figées au milieu de ma signature. Léo a tiré sur ma manche, ignorant que nos vies venaient d'imploser. « Maman, tu as apporté mes goûters en forme de dinosaure aujourd'hui. » J'ai forcé un sourire, j'ai fini de remplir la feuille de départ et j'ai tapé une réponse, tandis que mon esprit hurlait d'incrédulité. « Merci pour l'info. » 3 mots qui masquaient l'ouragan d'émotions qui menaçait de me submerger. Jackie était son assistante administrative. Nos économies représentaient 8 ans de planification minutieuse et de sacrifices. Le loyer de notre appartement à Chicago était dû dans 3 jours. Je m'appelle Suzanne Mitchell. J'ai 37 ans. Je suis la mère de Léo, 4 ans, et apparemment bientôt l'ex-femme de David Mitchell, qui venait de nous abandonner avec la cruauté désinvolte d'un texto. Ce que je voulais était douloureusement simple, la stabilité pour mon fils, la dignité de la sécurité financière et la chance de bâtir une vie qui ne soit pas constamment sapée par les décisions impulsives de David. Sur mon chemin se dressait la crise immédiate de survie, comment garder un toit au-dessus de nos têtes, alors que notre compte épargne avait été pillé. « Où est papa ?» a demandé Léo, alors que nous marchions vers la voiture, sa petite main confiante dans la mienne. « Est-ce qu'il va faire des spaghettis ce soir ?»« Papa est en voyage ?» ai-je répondu, la première de ce qui serait probablement de nombreuses demi-vérités soigneusement élaborées. « Nous mangerons de la pizza à la place. » À la maison, j'ai installé Léo devant son dessin animé préféré pendant que j'appelais la banque. Le gentil représentant a confirmé mes pires craintes. David avait effectivement transféré le solde total, 42 731 $, de notre compte épargne joint vers un compte à son seul nom. Étant donné que nos 2 noms figuraient sur le compte joint, il ne pouvait rien faire. Ce n'était pas techniquement un vol aux yeux du système bancaire. J'ai ouvert notre compte courant en ligne, espérant que David avait oublié nos fonds pour les dépenses courantes. Le solde affichait 347,12 $. Notre loyer était de 2200 $. Alors que la réalité de notre situation s'imposait à moi, mon téléphone s'est allumé avec un appel de la mère de David Béatrice. « Suzanne, qu'as-tu fait ?» a-t-elle exigé d'emblée. « David dit que tu refuses de le laisser voir Léo. » J'ai eu du mal à comprendre ces mots. « Quoi, David vient de me dire qu'il déménage en Espagne. Il a vidé nos comptes. »« Ne me mens pas, » a-t-elle craché. Il m'a montré les textos. Tu menaces de l'éloigner de Léo à moins qu'il ne te paie une pension alimentaire plus élevée. J'ai élevé un fils meilleur que ça, et il ne se laissera pas intimider. Tandis que Béatrice continuait sa tirade, une prise de conscience écœurante, m'est apparu David ne nous abandonnait pas seulement. Il créait activement un récit fictif où j'étais la méchante. Et à en juger par la conviction dans la voix de sa mère, elle croyait chaque mot. Il ne s'agissait plus seulement de survie. Il s'agissait de la vérité de la justice et de l'avenir de mon fils. David et moi nous sommes rencontrés il y a 9 ans lors d'une conférence sur l'édition à New York. J'étais une éditrice ambitieuse chez Horizon Books, tandis qu'il travaillait dans le marketing pour une maison d'édition concurrente. Il m'a courtisée avec la même intensité charismatique qui l'avait initialement rendu si brillant dans sa carrière des notes manuscrites, des cadeaux attentionnés et des projets de rendez-vous ambitieux. En 6 mois, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec vue sur le lac Michigan. Les premières années ont été bonnes. Nous avons déménagé à Chicago pour ma promotion au poste d'éditrice senior et David a facilement trouvé un poste de marketing dans une entreprise locale.
Nous avons acheté un modeste condominium, voyagé occasionnellement et planifié notre avenir. Quand Léo est né il y a 4 ans, nous avons convenu que je prendrais du recul par rapport à mon travail pour me concentrer sur la maternité. Tandis que la carrière de David nous soutenait, je suis passée à l'édition en freelance, travaillant de la maison en fonction de l'emploi du temps de Léo. Le changement dans notre dynamique financière a coïncidé avec de subtils changements dans le comportement de David. De petites dépenses apparaissaient sur notre carte de crédit sans explication. Il a commencé à travailler plus tard, citant la nécessité de compenser la réduction de tes revenus. Sa mère, qui m'avait toujours considéré comme inférieure à son fils, s'est davantage impliquée dans nos vies, sapant souvent mes décisions parentales lors de ses visites. Léo a besoin d'une main plus ferme, disait-elle, tandis que David restait silencieux. Il y a 2 ans, nous avons vendu notre condominium et déménagé dans un appartement en location après que David m'ait convaincu que nous pourrions utiliser les fonds propres pour investir dans la start-up de son ami. L'investissement a échoué en 8 mois, mais les explications de David sur la volatilité du marché semblaient assez plausibles. Quand j'ai suggéré de retourner travailler à plein temps, il a insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire et que Léo avait besoin de moi à la maison. « Fais-moi confiance », disait-il. « J'ai tout sous contrôle. » Je lui ai fait confiance, même si des doutes surgissaient parfois. Comme lorsque j'ai découvert des reçus de dîner les soirs où il prétendait travailler tard, ou quand il devenait sur la défensive à propos de son téléphone, le gardant face contre table et prenant des appels dans une autre pièce. Chaque fois, ces explications semblaient assez raisonnables pour apaiser mes soupçons. Il y a 3 mois, David a annoncé qu'on lui avait offert une promotion qui nécessiterait des voyages internationaux occasionnels. L'augmentation de revenus aiderait à reconstituer nos économies, expliquait-il. À peu près au même moment, il a mentionné Jackie, une nouvelle assistante administrative, qui était incroyablement efficace pour organiser son emploi du temps. La semaine dernière, j'ai trouvé un guide de voyage de Barcelone, caché dans le tiroir de son bureau. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a tourné ça en plaisanterie. L'équipe pourrait ouvrir un bureau européen un jour. Je fais juste quelques recherches préliminaires. J'ai accepté son explication, ignorant le léger tremblement dans sa voix et la façon dont ses yeux ne croisaient pas tout à fait les miens. Ce guide de voyage aurait dû être mon signal d'alarme. Au lieu de cela, c'est devenu un autre signe avant-coureur que j'ai choisi de ne pas voir clairement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le lendemain du message dévastateur de David, j'ai déposé Léo à la crèche et je me suis rendue au bureau de David, déterminée à le confronter en personne. Il n'allait sûrement pas disparaître comme ça, sans dissoudre correctement notre mariage ou prendre des dispositions pour Léo. Le David que j'avais épousé n'était pas cruel, parfois impulsif, mais pas impitoyable. L'expression de la réceptionniste est passée d'un accueil professionnel à un malaise lorsque j'ai demandé à voir David. « Je suis désolée, Madame Mitchell, mais David ne travaille plus ici. Il a démissionné la semaine dernière. » La semaine dernière. Ma voix semblait lointaine, même à mes propres oreilles. C'est impossible. Il était ici lundi. Elle a joué avec un stylo. Je ne suis vraiment pas censée parler des affaires du personnel, mais il a remis sa démission il y a 2 semaines. Hier était son dernier jour. 2 semaines. Pendant que je planifiais les repas et gérais les demandes de la maternelle de Léo, David orchestrait sa fuite. La réceptionniste a évité mon regard, alors que je la remerciais et que je me dirigeais hébétée vers l'ascenseur. Dans le parking, j'ai appelé l'ami le plus proche de David Trevor. « Salut, Suzanne », a-t-il répondu prudemment. « Comment tiens-tu le coup ?»« Tu savais ?» ai-je dit, la prise de conscience s'imposant. « Tu savais qu'il prévoyait de partir. » L'hésitation de Trevor l'a confirmé avant même qu'il ne parle. Il m'a fait promettre de ne rien dire. Il a dit qu'il avait besoin de repartir à zéro. Repartir à zéro loin de son fils. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme.
loin de 8 ans de mariage. Écoute, je suis désolée. Je lui ai dit que c'était mal, mais Jackie le rend heureux. Il a dit que toi et Léo seriez mieux sans qu'il vous tire vers le bas. Jackie le rend heureux. Les mots m'ont blessé plus qu'ils n'auraient dû. Je savais que leur relation n'était pas seulement professionnelle, mais l'entendre confirmé par un ami commun a transformé le soupçon en une certitude humiliante. Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait vidé nos comptes en banque? Ai-je demandé. Le silence de Trevor en disait long. Bon sang, Suzanne. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. Sa voix a baissé. C'est dégueulasse. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture, toute l'ampleur de la trahison de David m'envahissant. Ce n'était pas une décision impulsive ou un moment de faiblesse. C'était une fuite calculée, méticuleusement planifiée, pendant qu'il jouait le rôle d'un mari et d'un père engagé. Quand je suis rentrée à la maison, une lettre recommandée m'attendait. À l'intérieur se trouvait une demande de divorce, déposée par David une semaine plus tôt, citant des différends irréconciliables. Le document listait sa nouvelle adresse à Barcelone et demandait que tous les droits et obligations parentaux restent avec la mère sans accorder de droit de visite ni de garde au père. Il abandonnait légalement Léo, tout en me dépeignant simultanément comme celle qui les tenait séparés. Une note de l'avocat de David était jointe. Monsieur Mitchell a indiqué que vous disposez d'économies substantielles pour couvrir vos besoins pendant cette transition. Il ne fournira aucune pension alimentaire, ni pour le conjoint, ni pour l'enfant. Je me suis effondrée sur le canapé des documents éparpillés autour de moi. Chaque aspect de notre vie commune apparaissait maintenant comme un mensonge soigneusement construit. L'homme que j'avais épousé, ou que je pensais avoir épousé, planifiait sa sortie depuis des semaines, voire des mois, s'assurant de s'échapper avec nos ressources financières, tout en créant un récit qui le présentait comme la victime. Mon téléphone a sonné avec un message de David. J'ai atterri à Barcelone. N'essaie pas de me contacter. Mon avocat s'occupera de tout. La colère a commencé à remplacer le choc. Pour le bien de Léo, je devais penser clairement. Première étape. Sécuriser notre logement avant l'échéance du loyer. Deuxième étape. Tout documenter pour la procédure de divorce. Troisième étape. Trouver un avocat qui pourrait m'aider à naviguer dans ce cauchemar. Pour la première fois depuis que j'avais reçu le message de David, je me suis permis de pleurer, non pas par chagrin d'amour, mais à cause de la prise de conscience écrasante de ce à quoi j'étais confrontée. Quand les larmes ont cessé, une pensée est restée claire. David m'avait sous-estimé. Il m'avait toujours sous-estimé. 3 jours après le départ de David, je me suis assise en face de Vivien Agalard, une avocate spécialisée en divorce, recommandée par un ami de l'université. Son bureau était modeste, mais bien rangé, tout comme Vivien elle-même. « Laissez-moi être claire », a-t-elle dit après avoir examiné mes documents. « Ce que votre mari a fait est répréhensible, mais pas entièrement illégal. Étant donné que vous étiez mariés, il avait un accès légal à ses comptes joints, même s'il prévoyait de vous abandonner. » Ma voix s'est brisée malgré mes efforts pour garder mon sang-froid. La bonne nouvelle, c'est que les juges ne voient pas d'un bon œil ce genre de comportement. Nous pouvons demander une pension alimentaire d'urgence pour l'enfant et potentiellement geler tout actif restant. Elle s'est penchée en avant. Ce dont nous avons besoin, c'est la preuve qu'il continue de percevoir des revenus tout en se soustrayant à ses responsabilités parentales. J'ai hoché la tête, rassemblant déjà des preuves, des captures d'écran, des textos de David, des relevés bancaires, montrant le retrait massif, la demande de divorce certifiée. Mais trouver des preuves de son emploi actuel semblait impossible, à près de 4000 miles de distance. Ce soir-là, désespéré de trouver des solutions à court terme, j'ai appelé mes parents dans le Michigan. Ils ont immédiatement proposé de couvrir mon loyer et mes dépenses de base, jusqu'à ce que la situation juridique s'améliore. « Nous serons là demain », a dit ma mère fermement. « Tu ne devrais pas être seule en ce moment. » Leur soutien a desserré quelque chose de serré dans ma poitrine,
Une fois Léo bien endormi, j'ai tourné mon attention vers le bureau abandonné de David. J'avais besoin de toute documentation qui pourrait aider mon cas déclaration de revenus contrat de travail, tout ce qui pourrait prouver son potentiel de revenus et ses obligations envers Léo. Dans le tiroir du bas, sous une pile de vieilles garanties, j'ai trouvé une enveloppe scellée adressée à la mère de David. La curiosité a vaincu mon hésitation. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire et une note manuscrite. Maman, merci d'avoir aidé avec l'acompte de l'appartement à Barcelone. Jackie et moi avons hâte de te montrer notre nouvel endroit quand tu viendras nous rendre visite en mai. Nous n'aurions pas pu rendre cela possible sans ton soutien. Avec tout notre amour, David. La date sur la carte était d'il y a 3 mois à peu près, au moment où David avait mentionné sa promotion pour la première fois. Béatrice n'était pas seulement au courant de ses plans, elle les avait soutenus financièrement. Les mains tremblantes, j'ai photographié la carte et la note, puis j'ai continué à chercher. Déclaration de revenus relevés de placement, notre certificat de mariage. J'ai tout organisé méthodiquement. Dans le dossier des brouillons de son courrier électronique sur notre ordinateur partagé, j'ai découvert un message non envoyé à Jackie, avec un CV en pièces jointes, qui listait son nouveau poste chez Meridian Global Barcelona, avec une date de début seulement 2 jours après son texto à mon intention. Armée de ces preuves cruciales, j'ai de nouveau rencontré Vivien. Elle a tout examiné son expression, devenant de plus en plus déterminée. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Nous pouvons déposer des requêtes pour des ordonnances d'urgence, aujourd'hui pension alimentaire, gel des biens matrimoniaux, et même potentiellement une ordonnance pour qu'ils reviennent dans la juridiction. L'espoir a jailli pour la première fois depuis le message de David. Que se passe-t-il ensuite? D'abord, nous déposons les requêtes d'urgence. Ensuite, nous recueillons la déposition de Béatrice sur sa participation. Si David a commencé à travailler en Espagne tout en abandonnant son enfant, nous nous assurerons que le tribunal comprenne exactement ce qui s'est passé. Le lendemain, encouragé par ces progrès, j'ai reçu un message de l'avocat de David. Une offre de 5 000 $ en règlement total de toutes les réclamations. Il teste votre désespoir, a conseillé Vivien quand je le lui ai transféré. N'engagez pas la conversation. Ce soir-là, j'ai reçu un message direct de David. Accepte le règlement, Suzanne. Tu n'obtiendras pas plus, et te battre ne fera qu'épuiser le peu que je t'ai offert. Sois raisonnable, pour une fois. Sa condescendance a allumé une fureur silencieuse. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message comme preuve de son attitude envers ses responsabilités. 2 jours plus tard, nous avons obtenu une date d'audience d'urgence. Le même après-midi, j'ai reçu un appel inattendu de l'ancienne colocataire de Jackie Bethany qui avait trouvé mes coordonnées dans les affaires abandonnées de Jackie. « Je pensais que tu devais savoir ce qu'il prévoyait », a dit Bethany, sa voix hésitante. Jackie en parle depuis des mois comment ils allaient repartir à zéro en Espagne sans aucun bagage. Elle s'est même vantée de la manière dont David mettait de l'argent de côté là où tu ne pourrais pas le toucher. Mon optimisme momentané s'est effondré alors que Bethany continuait décrivant des conversations qu'elle avait surprises entre Jackie et David sur la création de comptes offshore et l'établissement de leur résidence en Espagne, spécifiquement pour compliquer les procédures judiciaires. Ils ont tout un plan pour rendre le combat contre eux si coûteux et difficile que vous finiriez par abandonner, a conclu Bethany. Je suis désolée. Je pensais juste que tu méritais de savoir à quoi tu faisais face. Le matin de notre audience d'urgence, je me suis réveillée avec un autre texto de David. J'ai entendu dire que tu impliquais maman là-dedans. Mauvais calcul, Suzanne. Laisse tomber maintenant, ou je m'assurerai que tu le regrettes. Sa menace a renforcé ma détermination. Au palais de justice, Vivien et moi attendions devant la salle d'audience assignée examinant notre dossier une dernière fois. Les portes se sont ouvertes et l'avocat de David a émergé, un homme élégant dans un costume cher qui respirait la confiance. « Madame Mitchell », a-t-il hoché la tête froidement. « Monsieur Hoffman, représentant David Mitchell. »
Avant que je ne puisse répondre, une silhouette inattendue est apparue derrière lui, Béatrice, impeccablement vêtue, et arborant la même expression de désapprobation qu'elle m'avait adressée pendant des années. « Tu devrais avoir honte » a-t-elle sifflé, ignorant la main d'avertissement de Vivien sur mon bras. « D'essayer d'extorquer mon fils alors que c'est toi qui l'as repoussé. » « Madame Mitchell, » intervint doucement Vivien, « puisque vous êtes ici, je dois vous informer que nous vous appellerons comme témoin concernant votre soutien financier à l'abandon de sa famille par votre fils. » Le visage de Béatrice a légèrement pâli, mais elle a gardé son sang-froid. « Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. » L'audience s'est déroulée avec une efficacité clinique. Le juge a écouté les deux arguments, a examiné nos preuves du retrait des fonds et du nouvel emploi de David et a accordé nos requêtes d'urgence. David serait tenu de fournir une pension alimentaire immédiate et de restituer une partie des biens matrimoniaux pendant que l'affaire se poursuivait. Cela ressemblait à une victoire significative, mais l'apparition inattendue de Béatrice m'inquiétait. Pourquoi avait-elle pris l'avion pour Chicago pour une audience d'urgence de routine? Cette question a trouvé sa réponse le lendemain lorsque j'ai reçu un appel d'un numéro international inconnu. « Est-ce Suzanne Mitchell ?» a demandé la voix d'une femme avec un accent. « Oui. » « Qui est à l'appareil ? » « Je m'appelle Lucia Vega, directrice des RH chez Meridian Global Barcelona. J'appelle au sujet de votre mari, David Mitchell. » Mon cœur s'est emballé. « Oui. Nous avons reçu votre email concernant sa situation professionnelle. Je voulais vous informer que M. Mitchell ne travaille plus pour Meridian Global. Il a été licencié hier. » J'ai froncé les sourcils, confuse. Je n'ai envoyé aucun email. Il y a eu une pause. Quelqu'un utilisant votre nom a envoyé des documents montrant que M. Mitchell était impliqué dans un litige de garde et avait des problèmes juridiques en suspens aux États-Unis. La politique de l'entreprise exige la divulgation de tels sujets pendant le processus d'embauche. La prise de conscience m'a frappée. Béatrice. Elle s'était fait passer pour moi pour saboter l'emploi de David, s'assurant qu'il ne pourrait pas se conformer à l'ordonnance de pension alimentaire du tribunal. C'était une manœuvre calculée pour saper la décision du juge et valider l'affirmation de David, selon laquelle il ne pouvait pas se permettre de subvenir aux besoins de Léo. « Mademoiselle Vega, je n'ai pas envoyé cet email. Pourriez-vous me le transférer ?» Quelques minutes plus tard, je regardais un message prétendument de moi, rempli de demi-vérités déformées sur la situation de David et menaçant l'entreprise de poursuites judiciaires s'il continuait à l'employer. L'email comprenait des copies de nos documents personnels, dont certains que je n'avais que récemment rassemblés pour mon avocat. Mon appartement n'avait pas été touché, ce qui signifiait qu'une seule personne aurait pu accéder à ces documents Béatrice lors de sa visite pour me soutenir après le départ de David. J'ai immédiatement appelé Vivien, qui a validé mes soupçons. C'est une usurpation d'identité et une entrave à une ordonnance du tribunal. Nous devons tout documenter et déposer des requêtes supplémentaires. Alors que nous élaborions cette nouvelle stratégie, mon téléphone a de nouveau sonné. David appelant directement pour la première fois depuis son départ. « Espèce de garce vengeresse !» a-t-il grogné d'emblée. « J'ai été viré après tout ce que je t'ai offert. Ce n'était pas moi, David. C'était ta mère. » Son silence momentané a confirmé qu'il reconnaissait la possibilité. « C'est absurde. Pourquoi ferait-elle ça? Pour te faire paraître incapable de payer la pension alimentaire, pour saper l'ordonnance du tribunal, pour te monter encore plus contre moi. »« Tu mens, » a-t-il dit. Mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. « Maman ne ferait jamais. » « Vérifie tes emails. Regarde les documents qui ont été envoyés. Ils étaient dans mon appartement jusqu'à ce que ta mère nous rende visite la semaine dernière. » La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. « Je te rappelle » a-t-il finalement dit. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec un email de David,
contenant une bombe, une série de textos entre lui et Béatrice, révélant une vérité troublante. Il ne s'agissait pas seulement du départ de David. Il s'agissait de m'éliminer complètement de l'équation. Une fois que tu seras installé en Espagne, avait écrit Béatrice 3 mois plus tôt, nous pourrons travailler pour obtenir la garde exclusive de Léo. Avec les antécédents de dépression de Suzanne après sa naissance, nous pouvons prétendre qu'elle est instable. Ma dépression postpartum, que j'avais combattue avec une thérapie et le soutien apparent de David, avait été transformée en arme contre moi depuis le début. La révélation du complot à long terme de Béatrice et David pour obtenir la garde de Léo a transformé le champ de bataille. Il ne s'agissait plus simplement de survie financière. Il s'agissait de protéger mon fils de personnes qui le voyaient comme une possession à réclamer plutôt qu'un enfant à chérir. Viviane a immédiatement déposé des requêtes supplémentaires documentant l'usurpation d'identité de Béatrice et le complot visant à manipuler les arrangements de garde. Nous avons également signalé l'usurpation d'identité à la police, créant un dossier officiel des actions illégales de Béatrice. Nous avons considérablement renforcé notre position, m'a assuré Vivien. Mais David a toujours l'avantage de la distance physique et de la plupart de vos biens matrimoniaux. Je savais que nous avions besoin de quelque chose de plus, des preuves indéniables qui convaincraient un juge de geler tous les actifs de David et de le contraindre potentiellement à retourner aux États-Unis. Les textos prouvaient le complot, mais pas l'emplacement de nos économies manquantes. Dans un éclair d'inspiration, j'ai de nouveau contacté Trevor. « J'ai besoin de ton aide », ai-je dit sans détour, pour le bien de Léo. La culpabilité de Trevor pour sa complicité silencieuse dans les plans de David l'a rendu réceptif. « De quoi as-tu besoin ?»« D'informations. David a dû t'en dire plus sur ses arrangements financiers, où il déplaçait l'argent, comment il prévoyait de subvenir à ses besoins en Espagne. » Il y a eu une longue pause. Il a mentionné un compte aux îles Caïmans. Il a dit que sa mère l'avait aidé à le créer il y a des années, pour des raisons fiscales. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. A-t-il mentionné le nom de la banque des détails ? First Caribbean International, je crois. Écoute, Suzanne, je suis désolée de n'avoir rien dit plus tôt. Je n'aurais jamais pensé qu'il abandonnerait complètement Léo. Cette nouvelle information nous donnait un point de départ, mais nous avions besoin de détails. Des numéros de compte, des registres de transfert, tout ce qui pouvait lier concrètement David à des actifs cachés. Je me suis souvenu que David avait toujours utilisé des variations du même mot de passe pour ses comptes, impliquant généralement la date de naissance de Léo et notre anniversaire. Les doigts tremblants, j'ai tenté d'accéder à son stockage cloud en utilisant la combinaison la plus probable. À ma grande surprise, ça a fonctionné. À l'intérieur se trouvaient des dossiers organisant méticuleusement sa fuite des captures d'écran, de confirmation de transfert de la correspondance avec Béatrice sur le compte offshore, même un document intitulé « Stratégie de garde », décrivant leur plan, pour me dépeindre comme une mère instable, une fois que Léo serait emmené en Espagne. J'ai immédiatement tout transféré à Vivien, qui m'a rappelé dans l'heure sa voix tendue d'une émotion contenue. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Je demande des ordonnances d'urgence pour geler le compte des Caïmans et je sollicite une exécution internationale. 2 jours plus tard, nous avons remporté notre première victoire majeure. Le juge a accordé notre requête de geler le compte offshore de David en attendant une enquête plus approfondie. L'avocat de David a immédiatement déposé une contre-requête m'accusant de piratage illégal, ce qui a momentanément menacé notre progression. Puis est venue la complication inattendue. Jackie m'a appelé directement. « Suzanne, nous devons parler », a-t-elle dit, sa voix dépourvue de sa confiance habituelle. « David est en train de s'effondrer ici. Ce n'est plus mon problème. »« S'il te plaît », a-t-elle insisté. « Il parle de revenir à Chicago pour arranger les choses avec toi directement. Je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire. » Un frisson m'a parcouru.
David n'avait jamais été physiquement violent, mais son désespoir actuel le rendait imprévisible. « Pourquoi me dis-tu ça, Jackie ?» Parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il a promis un nouveau départ, pas un homme obsédé par son ex-femme, et qui me cache aussi de l'argent. Ces mots m'ont prise par surprise. Il te cache de l'argent? Il a un autre compte que je viens de découvrir. Après que le juge a gelé le compte des Caïmans, il m'a dit que nous nous en sortirions car il a des fonds de secours que même sa mère ne connaît pas. C'était une information potentiellement cruciale, mais je sentais que Jackie ne partageait pas par pur altruisme. « Que veux-tu, Jackie ?»« Une protection, » a-t-elle dit simplement. « Quand David découvrira que je t'ai parlé, il se retournera aussi contre moi. J'ai besoin de l'assurance que je ne subirai pas de conséquences légales pour mon rôle dans tout ça. Je ne peux rien promettre sans consulter mon avocate. »« Alors arrange ça vite, » a-t-elle répondu, parce que David a réservé un vol pour Chicago pour demain. Et Suzanne, il avait l'air différent quand il me l'a dit. Il fait vraiment peur. Après avoir consulté Vivien, nous avons élaboré une proposition l'immunité pour Jackie, en échange de la documentation complète de tous les comptes et d'une déclaration sous serment sur le complot de David et Béatrice. Jackie a immédiatement accepté, envoyant des relevés bancaires montrant un deuxième compte au Liechtenstein, contenant la majorité de nos biens matrimoniaux, plus de 200 000 $. Avec cette dernière pièce à conviction, nous avons obtenu une ordonnance restrictive d'urgence, quelques heures seulement avant l'arrivée prévue de David à Chicago. Quand son avion atterrirait, la sécurité de l'aéroport l'attendrait. Le retour de David à Chicago s'est déroulé exactement comme nous l'avions prévu. La sécurité de l'aéroport l'a arrêté à l'atterrissage, lui remettant à la fois l'ordonnance restrictive et la convocation au tribunal pour une audience d'urgence le lendemain matin. Son appel téléphonique depuis le bureau de la sécurité de l'aéroport vibrait d'une rage à peine contenue. « C'est quoi ce bordel, Suzanne ? Je suis revenue pour arranger les choses. » Avec un billet aller simple et aucune réservation d'hôtel. Ai-je répondu les informations de Jackie s'étant avérées exactes? L'audience est à 9 heures demain matin. Je te suggère de trouver un avocat. Dans la salle d'audience, David est apparu débraillé et sur la défensive, clairement non préparé à la montagne de preuves que nous avons présentées, les comptes offshore, l'usurpation d'identité, le complot de garde, et le plus accablant, la déclaration sous serment de Jackie, détaillant comment il avait planifié l'abandon pendant des mois, tout en dissimulant systématiquement les biens matrimoniaux. L'expression du juge est devenue de plus en plus sévère, alors que Vivien construisait méthodiquement notre dossier. Lorsqu'elle a présenté le document de « stratégie de garde », décrivant leur plan pour utiliser ma dépression post-partum contre moi, David s'est visiblement flétri. « Votre honneur », a conclu Vivien, « nous demandons la restitution immédiate de tous les biens matrimoniaux. La garde exclusive de l'enfant mineur à ma cliente, des visites surveillées uniquement pour le père, et un audit jury-comptable de tous les fonds dissimulés par M. Mitchell et sa mère. » Lorsque l'avocat de David, engagé à la hâte, a tenté de me dépeindre comme l'agresseur qui avait forcé David à protéger ses actifs, le juge l'a interrompu. « Maître, j'ai examiné les preuves. Votre client a systématiquement fraudé sa femme, abandonné son enfant et comploté pour manipuler ce tribunal. Épargnez-nous vos interprétations créatives. » La décision du juge a été exhaustive. Tous les comptes identifiés ont été gelés et placés sous surveillance judiciaire. Le passeport de David a été confisqué en attendant la résolution des problèmes financiers. La garde exclusive temporaire m'a été accordée et une saisine a été faite auprès du bureau du procureur de district pour enquêter sur d'éventuelles poursuites pénales contre David et Béatrice pour usurpation d'identité et complot. Alors que David me fixait à travers la salle d'audience, j'ai soutenu son regard fermement, n'étant plus la femme désespérée qu'il s'attendait à trouver. Dans ses yeux, j'ai vu la prise de conscience naissante que sa fuite soigneusement construite était devenue sa prison.
Dans les mois qui ont suivi la décision du tribunal, les pleines conséquences des actions de David se sont déroulées avec une certaine justice poétique. L'audit jury-comptable a non seulement découvert nos biens matrimoniaux, mais aussi des fonds supplémentaires que Béatrice avait dissimulés pour des raisons fiscales. Ils ont tous deux fait face à des sanctions civiles. Béatrice a également été inculpée d'usurpation d'identité pour s'être fait passer pour moi auprès de Meridian Global. Les tentatives de David de reconstruire sa vie à Chicago ont échoué. Sa réputation dans l'industrie a été ternie par les archives judiciaires publiques détaillant son abandon et sa malhonnêteté financière. Jackie est retournée seule en Espagne, son accord d'immunité ayant servi son but pour nous deux. Le divorce a été finalisé avec des termes qui nous étaient très favorables, à Léo et à moi, garde exclusive avec David, n'ayant droit qu'à des visites surveillées qu'il a rarement exercées. Restitution complète de nos biens matrimoniaux, plus les frais de justice et une pension alimentaire substantielle indexée sur les revenus futurs de David pour l'empêcher de rester délibérément sous-employé. Le plus satisfaisant a été de voir la façade sociale soigneusement construite de Béatrice s'effondrer lorsque ses amis du country club ont découvert qu'elle avait commis une usurpation d'identité pour saboter l'emploi de son propre fils. La femme qui m'avait jugée pendant des années faisait maintenant face au jugement de ses pairs. 6 mois après que le texto de David a bouleversé nos vies, Léo et moi avons emménagé dans un petit mais confortable condominium acheté avec les fonds récupérés. Une maison qui était vraiment la nôtre, sans aucune ombre de trahison persistante dans ses recoins. « Est-ce que papa viendra nous rendre visite un jour ?» a demandé Léo un soir, alors que je le bordais dans sa nouvelle chambre sur le thème des dinosaures. « Je ne sais pas, mon chéri, » ai-je répondu honnêtement. « Mais nous nous en sortirons de toute façon. » Et c'était le cas. J'ai repris l'édition à plein temps avec une maison d'édition qui offrait des horaires flexibles pour les parents. Léo s'est épanoui dans sa nouvelle école maternelle. La douleur aiguë de la trahison de David s'est progressivement transformée en quelque chose de plus silencieux, une sagesse durement acquise sur la résilience et l'autonomie. Parfois, les moments les plus cruels de la vie deviennent des catalyseurs inattendus de croissance. Le message d'adieu de David, « Bonne chance pour payer le loyer », était destiné à être un coup final dévastateur. Au lieu de cela, il est devenu la première ligne d'une histoire sur la découverte d'une force que je ne savais pas que je possédais.